Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc sur la plateforme d'échange du REMAPSEN. Le REMAPSEN qui se définit comme le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Je suis Bamba Youssouf, le président du comité exécutif du REMAPSEN et je vous parle donc à partir d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Pour ce webinaire spécial, nous irons à la découverte donc de l'organisation ouest africaine de la santé, en abrégé OAS. En effet, créée en 1987 par les États membres de la CEDEAO, l'OAS est une organisation qui fait beaucoup pour l'amélioration de l'état de santé des populations des pays membres de la CEDEAO. Et pour mieux comprendre donc ses missions, objectifs, défis et perspectives, nous avons l'honneur de recevoir cet après-midi à ce webinaire la plus haute autorité de l'OAS, en l'occurrence son directeur général. Pour ce webinaire, notre conseiller Bénédicte Sawadogo aura un bref entretien avec monsieur le directeur général de l'OAS. Ensuite, nous aurons un temps d'échange avec les journalistes, membres du REMAPSEN à travers le continent. Avant de donner la parole à Bénédicte Sawadogo, qui est journaliste à la RTB, Radio-Diffusion Télévision du Burkina, mais par ailleurs aussi coordonnatrice nationale du REMAPSEN au Burkina. Je voudrais d'abord saluer tous les confrères, tous les collègues membres du réseau. Ils sont donc déjà connectés du Burundi, de la Guinée équatoriale, de la Mauritanie, du Bénin, du Niger, du Togo, sans oublier le Mali, le Burkina Faso même, et la Guinée, le Congo, la RDC, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal et certainement aussi Madagascar. Alors, sans plus attendre, nous retrouvons maintenant Bénédicte Sawadogo au Burkina Faso, le pays qui abrite donc le siège de l'OAS. Bénédicte, bonsoir. Bonsoir, Président Bamba, bonsoir DG et bonsoir à tous mes confrères et consoeurs à travers l'Afrique. Bonsoir à tout le monde. C'est avec un grand plaisir que je dois présenter le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. L'actuel directeur général de l'OAS est Melchior Athanas Joël CAIC. Il est médecin spécialiste en santé publique, en santé développement et en gestion de catastrophes humanitaires. Il est membre du dispositif. Bon, alors, quelques difficultés avec Bénédicte Sawadogo. Je crois qu'on était en train de présenter le DG de l'OAS. Est-ce qu'il est là, monsieur le directeur général? Vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Comment vous allez? Merci beaucoup pour l'honneur. Alors, je vais juste en me substituer à Bénédicte Sawadogo. Je vais vous poser quelques questions. Bénédicte, c'est bon parce que ton appareil ne marche pas bien. Je vais prendre le relais pour avancer sur la question. Alors, vous m'entendez pas? Pour nous. On ne t'entendait pas. On ne t'entendait pas, c'était compliqué. Alors, comment peut-on présenter l'OAS, monsieur le directeur général? Désolé pour les questions techniques avec ma collègue qui devait faire une présentation plus large, mais je pense qu'on va aussi découvrir avec vous l'organisation et votre personne. Alors, première question, comment peut-on présenter l'OAS aujourd'hui? Merci, monsieur le président, et merci à tous les journalistes de votre réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Je dirais que l'OAS est une institution spécialisée de la CEDEAO, attendez, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La communauté elle-même, elle a été créée en 1975 à Lagos. Et 12 ans après, les chefs d'État ont vu la nécessité d'intégrer la notion, la dimension de la santé et de lui donner un pouvoir d'intégration et de réunification au niveau de la communauté. C'est pourquoi le 9 juillet 1987, bien sûr, les chefs d'État ont signé la convention sur l'accord de l'OAS, attendez, Organisation ouest-africaine de la santé, qui devient donc une institution spécialisée en matière de santé pour
cette fois-ci à Abuja, ce n'est plus à Lagos, en tant qu'institution spécialisée, bien sûr, pour offrir aux populations de la communauté le niveau de santé le plus élevé et au niveau de notre sous-région sur la base d'harmonisation des politiques des États membres, de la mise en commun des ressources et de la coopération entre les États membres et les États tiers en ce qui concerne tout ce qui est thématique et comment on appelle, activité transversale sur la santé. Et comme ça, la stratégie serait de trouver des solutions aux problèmes de santé au niveau de la sous-région pour que nous ayons des indices les plus appréciables possibles et les meilleurs indices en Afrique au niveau de la sous-région. Voilà ce que c'est que l'OAS. Maintenant, l'OAS, dans sa présentation même, je dirais que elle est dotée d'organes forts de gestion. Le tout premier organe, le cadre de décision de l'OAS, c'est l'Assemblée générale des ministres de la Santé. Et je n'avais pas dit que c'est 15 États actuellement, initialement c'était 16. Il y a 15 États actuellement au niveau de l'OAS. Donc, il y a les 15 ministres de la Santé avec le directeur général qui constitue l'Assemblée générale des ministres de la Santé où les questions les plus pertinentes au niveau de la santé des populations sont discutées. Et à ce moment, le directeur général transforme ça en avant-projet, va en conseil des ministres. Et le conseil des ministres de l'OAS, ce sont les ministres chargés de l'intégration affaires étrangères et des finances de chaque pays qui constituent le conseil des ministres. Et le conseil des ministres transforme ça en projet et va au niveau de la conférence des chefs d'État pour la prise des décisions. Voilà un peu comment on peut présenter l'OAS aujourd'hui, qui a 3 organes de suivi des décisions: Assemblée générale des ministres de la Santé, Conseil des ministres avec les ministres des Affaires étrangères chargés de l'intégration et des finances, plus la conférence des chefs d'État. Voilà à peu près ce que c'est que l'OAS qui s'occupe de tout ce qui est transversal santé au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ok, merci beaucoup, monsieur le directeur général. Il se trouve aussi qu'il y a d'autres organisations dites internationales comme l'OMS qui sont aussi représentées dans nos pays. Alors, on ne sait pas quel type de collaboration vous avez avec toutes ces organisations qui sont dans nos pays, qui s'occupent aussi de santé. Est-ce que vous travaillez ensemble en parfaite synergie? Si oui, qui fait quoi? Mais le président, les activités de l'OAS se trouvent être en synergie avec les autres activités des organisations qui sont sur les mêmes thématiques au niveau de notre sous-région. Vous avez parlé de l'OMS tout à l'heure. Chacun a sa partition. L'OMS, vous connaissez, définit les normes, vous donne les orientations possibles et nous avons des accords avec l'OMS Afrique au niveau de Brazzaville. Nous avons signé des accords pour que tout ce que nous faisons soit fait ensemble et dans la même direction et dans les mêmes normes que l'OMS a définies. Dans tous les cas, je vous dis que l'OAS est une main-d'œuvre spécialisée et active, main-d'œuvre très active de la CEDEAO, spécialisée en termes de santé, à qui les chefs d'État ont donné les moyens pour aller beaucoup plus vite en matière de facilité de vie au niveau des communautés, de la communauté de la CEDEAO. Donc, nous travaillons, que ce soit l'OMS, que ce soit les autres qui s'occupent de la santé, que ce soit je dirais les autres institutions des Nations Unies, parce que chacun, la santé, elle est multiple. Elle est multiple, que ce soit le FUNIAP, que ce soit l'UNICEF, que ce soit même le PAM, parce que c'est la nourriture, c'est la santé, que ce soit les autres institutions internationales de la Croix-Rouge, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit Médecins du monde, nous sommes en synergie avec tout ce monde si nous devons agir. La seule différence entre nous, c'est que on a un pouvoir politique qui permet d'aller vite dans la prise des décisions et ça se fait directement senti
au niveau des populations. OK. Alors, vous avez, on va dire, expliqué un peu le cadre institutionnel. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que la CEDEAO vous demande de faire concrètement? Quels sont les objectifs de l'OAS? Je vous dis que l'OAS, sa mission, c'est son objectif principal. C'est d'offrir le niveau le plus élevé des prestations en matière de soins de santé aux populations de la sous-région sur la base de l'harmonisation des politiques des États membres. Harmonisation des politiques en matière de santé, bien sûr, des États membres et la mise en commun des ressources et la coopération entre les États membres. Ce n'est pas facile du tout parce que nous n'avons pas les mêmes systèmes de santé, même si ça se ressemble, nous n'avons pas les mêmes déclinaisons. Je vous dis que pour faire ne serait-ce que le continuum des soins sur les 5 pays du corridor Abidjan-Lagos, je ne sais pas si vous connaissez le corridor au CAL Abidjan-Lagos, il nous a fallu 3 ans. Ne serait-ce que sur le VIH-Sida. Donc, quand on parle d'harmonisation, ce n'est pas facile du tout. Donc, c'est la mission principale que la CEDEAO a confiée à l'OAS. On est sûr que si la population, dans leur mouvement, ne ressent plus les frontières, ne ressent plus les barrières religieuses, ne ressent plus les barrières en termes de système de santé, ça va faciliter beaucoup plus l'intégration. C'est pourquoi la CEDEAO nous a confié cette mission et c'est l'objectif principal pour que nous ayons de solutions beaucoup plus faciles et acceptables pour tous en matière de santé au niveau de la sous-région, de notre communauté, de la CEDEAO. Donc voilà l'objectif principal. Les autres, ce n'est pas déclinaison. En ce qui concerne les autres piliers de la santé où nous savons qu'il faut renforcer les connaissances en ce qui concerne la formation du personnel de santé, les ramener à niveau en ce qui concerne les plateaux techniques dans tous les compartiments, même la structuration en ce qui concerne les autres types de renforcement. Je voudrais parler même de structurel, de renforcement structurel pour qu'il y ait harmonisation réellement. Il faut dire c'est beaucoup d'entente, mais l'OAS est là depuis 22 ans. Nous sommes en train, nous y parviendrons. OK. Alors, DG, excusez-moi, étant donné que certains de nos collègues ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest ou de la zone CEDEAO, est-ce qu'on pourrait rappeler les pays qui sont donc membres ou qui constituent un peu l'OAS? Merci beaucoup. Il s'agit de 15 pays. Il y a 8 pays francophones. Il s'agit du Sénégal. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Togo. Il s'agit du Bénin. Il s'agit du Burkina Faso. Il s'agit du Mali. Il s'agit du Niger. Il s'agit de la Guinée. OK. 8 pays francophones. Nous avons 5 pays anglophones. Nous avons la Gambie, nous avons le Nigeria, nous avons la Sierra Leone, nous avons le Ghana et nous avons la Sierra Leone. La Sierra Leone, c'est ça. Ouais. Et il y a 2 pays lusophones. Les 2 pays lusophones, nous avons la Guinée-Bissau et nous avons le Cap-Vert. Voilà 15 pays de la CEDEAO. Donc, nous sommes une communauté, mais il y a 3 groupes de pays, lusophones, anglophones et francophones. Et nous entendons très bien en matière de santé, puisque l'homme est le même. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de questions certainement à poser. Cependant, je vois que l'OAS a été créé en 1987, vous confirmez? Oui, le 9 juillet 1987. D'accord. Cela fait 35 ans. Donc, en 35 ans, vous avez certainement pu avoir plusieurs expériences dans le cadre de la promotion de la santé en général. Et ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, l'harmonisation des instruments en matière de santé. Alors, on est en droit de vous demander, est-ce qu'il y a des défis aujourd'hui auxquels l'OAS est confronté? Oui,
quand on compte de manière linéaire, comme ça, on peut parler de quarantaine d'années. Mais la réalité, c'est que l'IAS n'a été que la volonté politique de la fusion de deux organisations régionales qui existaient. Le PCDE, qui était d'expression francophone, et le WAF, qui était d'expression anglophone. Les mettre ensemble, ça a été un problème. Donc, de 87 à 98, il a été question de voir comment on peut fusionner deux institutions qui ont travaillé pendant plus de 50 ans de manière parallèle. Donc, ce problème structurel a été discuté, ça a duré beaucoup de temps, 11 ans, voire 12 ans pratiquement, avant la structuration même de l'OAS. Les chefs d'État se sont réunis pour acter cette fusion en 98. Mais ont désigné le siège de l'OAS à Bobo Dioulasso, parce que Bobo Dioulasso était déjà le siège pour l'OCCDE. Mais l'OAS n'a commencé par travailler effectivement, on nommait le directeur et son adjoint, mais l'OAS n'a commencé par travailler effectivement qu'en mars 2000. Donc, parler d'activité réelle de l'OAS, c'est depuis 22 ans. D'accord. Bon, ça c'était important de savoir. Maintenant, en matière de défis, nous en avons plusieurs, puisque jusque-là, nous sommes appelés à coordonner, bien sûr, les activités en matière de santé au niveau de la région. Il faut vraiment que ça soit bien clair. Nous ne sommes pas chargés de la mise en œuvre. Nous coordonnons les activités, nous contrôlons l'harmonisation au niveau des pays. Mais les défis aujourd'hui sont très nombreux. D'abord, au niveau contextuel, il est difficile que aujourd'hui, dans notre région, nous avons un défi d'insécurité. Et quand il y a l'insécurité, c'est difficile la santé. Nous avons un défi d'instabilité politique qui nous bouscule, qui nous bascule. Nous avons un défi de mobilisation des ressources parce qu'il y a la réunification des ressources aujourd'hui. Nous n'avons presque pas de réel financement. Nous n'avons presque pas de réel financement pour la recherche fondamentale parce que nous aspirons beaucoup mieux dans notre région. Nous avons un défi même avec cette communauté, 15 États, plus de 300 millions d'âmes, un défi de réelle production de médicaments, de consommables internes. Nous n'avons pas du tout de production de vaccins dans notre région. Voilà le niveau contextuel. Maintenant, nous avons des défis liés à l'offre même de nos systèmes de santé pour ces 15 pays. Nous avons un faible taux de couverture en matière de personnel. Si nous devons nous rappeler de ce que l'OMS définit en matière de couverture en personnel de santé, et même au niveau même de notre organisation propre, l'OAS, tous les postes ne sont pas encore couverts. Mais quand on parle de déficit en matière de personnel de santé, souffrez que je mette un petit point dessus. L'OMS a défini certaines normes en matière de médecins pour la couverture de la population, infirmiers, sages-femmes, ainsi de suite. Nous nous efforçons en tant que pays à former, à donner des bourses à former. Nous avons un fort taux de déperdition. Ça, il faut que je vous le dise. Presque tout ce que nous formons, plus de la moitié, est pris pour ailleurs. Le défi de notre défi aujourd'hui au niveau de la CEDEAO, enfin au niveau de l'OAS, c'est de comment faire pour les fidéliser, comment faire pour les maintenir en place, comment leur offrir les possibilités de rester sur place pour que l'OAS puisse atteindre ses activités, pour atteindre son objectif. Parce que pour atteindre l'objectif, il faut du personnel de qualité. Il faut remplir les normes que l'OMS a définies pour qu'il faut un médecin pour un certain nombre, il faut une sage-femme. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et nous en formons, Dieu seul sait. Et tout ce que nous formons sort de notre communauté. Vous devez nous aider. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour maintenir? Et pour maintenir, c'est très simple. Il suffit de leur trouver ce de quoi les maintenir sur place et ils vont rester. Nous avons aussi une faible capacité dans la gestion politique en ce qui concerne la couverture universelle. On en parle beaucoup, mais les moyens, comme je l'ai dit tantôt, font en sorte que
Nous n'avons pas, pour les maladies récurrentes, nous n'avons pas vraiment une couverture universelle des soins ou des soins de qualité. L'insuffisance multisectorielle est presque perçue. Vous avez aujourd'hui, la Covid est passée. Et autant de Covid qui nous a bousculé nous tous, tout le monde a compris que la médecine est différente de la santé. C'est ça. Il faut faire la différence entre médecin, que nous sommes médecins et agents de santé. Tout le monde est agent de santé. Covid nous a montré que ça a été beaucoup plus vous autres de la communication qui ont aidé à ce que nous prenions conscience en tant que citoyens, en tant qu'hommes en grand âge. Donc, la santé est une notion non seulement transversale, universelle, où tout le monde doit pouvoir prendre part. Donc, nous avons un déficit à ce niveau d'insuffisance de coordination multisectorielle en matière de réponse à ce que nos communautés se sentent vraiment en santé. Il y a aussi des défis liés à la demande même de notre système de santé. Ces défis font du sorte en sorte que nos plateaux techniques n'ont pas suffisamment de capacité pour offrir tout ce que demande de soins, parce que ça revient très cher et nos pays n'ont pas ces capacités-là aujourd'hui. Nous devons y travailler. Il y a l'émergence des maladies, que ce soit des maladies non transmissibles, hypertension, diabète, hépatite, la grosse tueuse aujourd'hui. Ce sont des maladies qui déciment nos populations valides, la jeunesse. Il y a les épidémies qui viennent nous bousculer. Nous avons le défi aujourd'hui de mettre des dispositifs à ce que nous ayons un dispositif de pré-alerte pour vite prendre en charge tout cela et pouvoir donner la réponse qu'attend de nous la CEDEAO. Voilà à peu près les défis que nous, au niveau même de l'organisation, nous avons le défi de tout faire pour que désormais nos activités planifiées soient exécutées quand même à plus de 90%. Ce n'est pas encore le cas. Nous avons le défi au niveau de l'organisation, c'est que notre structure organisationnelle soit au top niveau. Je vous l'avoue, ce n'est pas encore le cas. Nous avons des résultats, bien sûr. Quand je parle de top niveau, au niveau sécuritaire, entre nous-mêmes, nous avons aussi beaucoup de choses à... Je m'en arrête là pour le moment. Ok, merci beaucoup. Alors, DG, quand on a fait la somme de tous ces défis, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de savoir est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir réguler tous ces problèmes. Vous êtes moyens, nous sommes tous moyens au niveau de la communauté. Nos moyens, c'est d'abord en toute chose les ressources humaines. Et pour nous, au niveau de l'OAS, nous ne pensons pas forcément d'espérer avant d'entreprendre. Je m'explique. Tout ce qu'il faut à engager comme moyen, nous n'avons pas besoin de les avoir dans la main avant de dire il nous faut ça. Donc, les ressources humaines seront renforcées par ce que nous pouvons. Alors, quand je parle de ressources financières pour renforcer les ressources humaines, je vous dis en gros mots que ce qu'on appelle prélèvement communautaire, c'est-à-dire la cotisation ou la part des États, des 15 États membres, représente à peu près dans notre budget pour l'année 2022, ça représente environ 20%. Pour l'année 2023, dans notre planification, ça va représenter environ 30%. Le reste, que ce soit les 70% qu'on espère ou les 80% de cette année, ça vient de nos partenaires. Ça, c'est des ressources financières. Mais les ressources humaines sont pour nous des ressources fondamentales parce qu'il y en a parmi nous qui travaillent d'arrache-pied et qui n'espèrent pas forcément la rémunération qui est attendue avant de donner ce qu'il faut comme réponse à ce que nous accompagnons les populations du point de vue de la santé. D'accord. DG, merci beaucoup. Je crois que j'ai posé suffisamment de questions. Il faut que les autres journalistes aient le temps également de poser d'autres questions qui sont liées à au fonctionnement, à tout ce qui concerne l'OAS. Je voudrais donc passer la parole aux collègues qui sont déjà connectés. On va commencer par le pays
qui se trouve dans le cadre de cette activité hors de notre zone. Il s'agit de Madagascar. Je ne sais pas si Vonona est connecté. Oui, je le vois. Vonona, bonsoir. Oui, bonsoir, Président, et merci de m'avoir donné la parole. Je suis Fundara Koutenatsimba de la Radio Oasis Madagascar et membre du REMAPSEN aussi. Merci pour l'explication sur l'OAS. Ma question est comment l'OAS a fait face par rapport à la COVID-19? Est-ce que il y a, bien sûr que vous avez dit un peu vous avez parlé un peu sur le Covid, mais j'aimerais avoir quelques explications encore. Quelles sont les sortes d'assistance pour les pays les plus touchés par le Covid, membres du CEDEAO? Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais demander à M. Babacar de nous aider ou bien d'aider le DG à noter toutes les questions parce qu'il peut en avoir plusieurs. Alors, on va passer maintenant au Burundi. Le Burundi est membre du REMAPSEN et notre collègue qui se trouve là-bas s'appelle Égide Ndairajije. Égide, bonsoir. Présentez-vous, votre organe de presse et posez la question du Burundi. Bonsoir, Président. Bonsoir. Je suis je suis journaliste pour émission de santé dans une radio nationale et je suis Égide, il y a un désagrément au niveau du son. Il faut aller vite à la question alors. Égide, allez-y, allez-y. Oui, Président. Oui, ma question est de savoir comment l'OAS intervient pour lutter contre les maladies émergentes. Les maladies émergentes. Bon, ok. Déjà, je ne sais pas si vous avez noté, parce que le son n'est pas bon de ce côté-là. Est-ce que vous avez pu noter cette question? Oui, je peux la noter directement. C'est noté. D'accord, ok. Alors, on va aller en RDC. La RDC, c'est la République démocratique du Congo. Est-ce que nos collègues de la RDC sont connectés? Celui qui finit d'intervenir, il ferme son micro. Égide, tu peux fermer ton micro, s'il vous plaît. Il n'y a que le DG et moi qui devrons avoir le micro ouvert à cet instant précis et les intervenants qui passent à mesure qu'on leur donne la parole. La RDC est là ou pas? Je ne vois pas la RDC. D'accord. On va passer au Cameroun. On a plusieurs Camerounais qui sont connectés. Est-ce qu'on peut avoir une question du Cameroun? Oui, Flore Béalal, vous avez une question, allez-y. Bonjour, bonjour Président, bonjour à Monsieur le Général de l'OAS. Ma question est celle de savoir si l'OAS intervient au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest pour renforcer leur système de santé. Et dans ces conditions, et dans ce cas, dans quelles conditions est-ce que l'OAS intervient donc pour améliorer les systèmes de santé si c'est le cas des pays membres? Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Au Cameroun, est-ce qu'on a quelqu'un du Congo? Wilfried est-il connecté ou pas? Le Congo-Brazzaville est là ou pas? Non, je ne vois pas le Congo. D'accord. On passe à la Guinée équatoriale. Clémente, bonsoir. Ouvrez votre micro et puis intervenez tout de suite. Clémente? Bon, déjà, excusez-nous, il y a souvent aussi des perturbations comme ça sur les réseaux. Malheureusement. Bonsoir. Ah, Clémente, voilà, allez-y. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Oui, ok, désolé pour la connexion, il y a aussi mauvaise connexion. Parfois, la connexion vient et ça arrive, ça n'arrive pas. Bon, c'est tous des problèmes techniques. Ok, oui, je m'appelle Clemente. Je suis coordinateur de REMAPSEN en Guinée équatoriale. Donc, je suis
le président du réseau journaliste de lutte contre le sida et aussi directeur adjoint de la direction générale au ministère de l'Information, de la presse écrite et le site web du gouvernement. Donc, ma question, c'est, j'aimerais savoir, comme le directeur a parlé tout de suite, quels sont les moyens dont dispose actuellement l'OAS pour concrétiser ces objectifs. Donc, c'est ma question. D'accord. Alors, DG, on va se limiter à ces questions pour la première partie. Logiquement, on doit avoir 3 séances de questions-réponses. Je ne sais pas si vous pouvez déjà prendre la parole pour répondre à ces premières préoccupations qui ont été exprimées par les membres et les journalistes du réseau. Merci, Monsieur le Président. D'abord, pour la toute première question, comment l'OAS a pu faire face à la COVID-19 et en ce qui concerne l'assistance dans le pays. C'est à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, simplement parce que, souvenons-nous que à l'avènement de la COVID-19, personne n'était préparé. Dans d'autres régions, ne serait-ce que pour détecter au niveau du laboratoire, on n'y était pas du tout. Aujourd'hui, grâce à l'OAS, nous sommes passés à 600 techniciens de laboratoire qui ont pu avoir la capacitation de checker et pour détecter la COVID-19. C'est important. Pour toute la communauté, quand nous avons cherché, il n'y avait que 2. Grâce à l'OAS, aujourd'hui, nous sommes à 600. C'est déjà important. Maintenant, l'OAS a pu, pendant cette période, faire des appuis directs en matière de matériel, en matière de mobilisation de fonds avec la BAD, la Banque africaine de développement, mais surtout et surtout les formations à travers les pays, parce qu'il faut, c'est la ressource, la première ressource, ce sont les hommes. C'est la formation au niveau de la ressource humaine. Nous avons fait beaucoup de simulations, de prise comment on appelle, pour savoir comment on peut prendre en ces cas-là. Nous avons fait beaucoup de communication en ce qui concerne les risques au niveau communautaire. Et il y a eu beaucoup de dépliants sur ce. Nous avons travaillé au niveau des points d'entrée parce que c'est 15 pays, mais les frontières ne sont pas encore entièrement ouvertes. Donc, pour passer d'un pays à un autre, nous avons mis l'accent dessus. Des agents ont été formés pour non seulement la surveillance, mais aussi pour contrôler. Comme nous avons beaucoup de techniciens maintenant, grâce à l'OAS, on a pu, au niveau de ces frontières-là, faire des tests directs et des tests indirects au niveau de ces points d'entrée. Nous avons élaboré également des directives désormais pour cette maladie en ce qui concerne la traçabilité pour ceux qui ont été plus ou moins atteints. L'OAS a énormément appuyé la vaccination à travers les pays, a fait beaucoup de sensibilisation en ce qui concerne la COVID-19 pour les pays. Je ne vais pas tout dire, on en dira beaucoup plus, mais je dis pour la COVID-19, l'OAS continue toujours en ce qui concerne les effets, en ce qui concerne les effets que cela a eu sur les systèmes de santé au niveau de sa région, continue toujours d'étudier les cas pour voir comment appuyer ou renforcer ou ramener certains systèmes de santé à norme. Pour le Burundi, on demande comment l'OAS arrive à lutter contre des maladies émergentes. Je vous dis tout de suite, l'OAS utilise l'approche ORF pour la détection précoce. C'est-à-dire, j'ai parlé tantôt de la santé et de la médecine. L'OAS est purement dans le cadre de la santé où tout le monde peut être agent de santé, quel qu'en soit son niveau,
peut être un bon communicateur en ce qui concerne le système d'alerte rapide pour dire j'ai observé ceci qui est anormal, j'ai observé telle chose qui est anormale. Donc, ça nous a permis au niveau de l'OAS d'avoir dans certains pays un système de détection précoce. Il y a la formation des agents dans ce sens, il y a la recherche au niveau de la communication des risques également qui est dans ce sens également, il y a la prévention. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne ces maladies émergentes, l'OAS dispose d'un centre qui se trouve à Abidjan, qui est le centre de contrôle et de surveillance des maladies, qui est en lien avec tous les pays, parce que l'OAS est dans chaque pays, dans les 15 pays, un point focal. Et c'est presque au quotidien que tout ce qui se passe dans ces pays-là, l'OAS essaie d'analyser et de dire les risques probables ou potentiels qui se trouvent dans ces analyses. Ça va oublier de dire que jusqu'à présent, pour la première fois, l'OAS continue de publier les quelques rares cas qui se trouvent au niveau de sa communauté. Toutes les semaines, il y a un bulletin qui sort dessus. Et dans la même lignée, tout ce qui est maladie émergente qui se trouve dans la région, toutes les semaines, il y a un bulletin qui sort au niveau de ce centre régional dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour le Cameroun, en ce qui concerne, je me demande comment nous arrivons à intervenir et dans quelles conditions il faut pour intervenir dans le pays. La structuration de l'OAS fait en sorte que nous n'avons pas besoin de grand-chose. Nous avons le comité des programmes. Et comme je l'ai dit, au niveau de chaque pays de la CEDEAO, l'OAS a un point focal qui peut transmettre. Tout ce point focal se trouve au niveau des ministères de la Santé. Et le point focal travaille maintenant dans une approche ONREF. Et tout ce qui est comme expression, besoin pressant, urgent, il est tenu de rapporter. Il y a une réunion à laquelle tous ces points focaux arrivent. Et on voit les besoins au niveau des pays. Si c'est urgent, nous avons des fonds d'urgence pour cela. Si ce n'est pas urgent, ça se transforme en programme ou en projet que nous appelons au niveau de l'Assemblée générale des ministres de la Santé pour validation. Parce que, vous savez, les moyens sont limités, il faut savoir ce qu'il faut prendre. Et là, tous les ministres de la Santé sont là, vous avez dit ceci, vous avez ceci, on arbitre. Et c'est cet arbitrage-là qu'on prend pour transformer en plan d'action ou en plan de travail que nous présentons au niveau de la conférence au niveau du Conseil des ministres. Mais entre le Conseil des ministres, ce plan déjà peut être validé par la commission de la CEDEAO. Si c'est validé par la commission de la CEDEAO, c'est fini, nous pouvons aller de l'avant. Même si ça passe au niveau du Conseil des ministres, la commission de la CEDEAO a son mot à dire. Dans tous les cas, nos moyens, ce sont les moyens de la communauté et les moyens des partenaires qui nous appuient. Je vous dis, comme partenaire de l'OAS, je ne peux pas tous les citer, sinon j'aurais péché d'en oublier. Nous avons plus d'une trentaine. Même si c'est l'argent des partenaires, nous sommes obligés de présenter ce que nous avons reçu des partenaires et pourquoi nous avons reçu des partenaires au niveau de la commission pour que la commission valide avant que nous le prenions ensemble. Nous sommes en matière de santé, tout ce dispositif, ça ne dure pas, surtout quand il s'agit des urgences. La Guinée équatoriale, j'en profite pour répondre à cette question, pour demander quels sont les moyens dont nous disposons. Je reviens toujours pour dire, l'OAS dispose d'énormes moyens. Et ces moyens-là, ce sont les moyens humains. C'est l'essentiel. Parce que nous réfléchissons à tout ce qui est transversal santé tous les jours avant d'aller chercher les moyens financiers. Et les solutions probables, nous les discutons. Il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de non-scientifiques, mais qui ont des apports de santé au niveau de la région parce que nous ne négligeons pas du tout la médecine traditionnelle. Donc, tout ça mis ensemble, nous savons par quels moyens il faut pour avoir telle solution. Et c'est hors de cela que nous créons que nous avons les moyens d'aller de l'avant, nous allons de l'avant. Les pays contribuent énormément, c'est notre force, et nous sommes chargés que de la coordination, je répète encore, que de la coordination et de la bonne coordination pour que
les requêtes des pays soient vraiment prises en compte et que les pays s'approprient de ce que l'OAS a fait. Pour les réponses d'urgence, comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin, parce que quand il y a une épidémie qui se déclare dans un pays, nous n'avons pas besoin de faire tout cela. Il y a un centre qui s'occupe de ça, ce centre derrière Abuja. Nous travaillons à ce que ce centre ait des répondants au niveau de la région, parce que c'est vaste, au niveau de la région. Et je crois que d'ici là, ça peut être une réalité. Les projets avec les partenaires techniques, quelle qu'en soit l'urgence, passent toujours par un mode de validation. Et comme je l'ai dit, parfois, il peut s'agir que nos moyens politiques nous permettent d'aller de l'avant. Parce que la différence avec les autres, l'OAS a un avantage politique énorme. Cet avantage politique, c'est d'être en contact. Et avec tous les ministres de la Santé, et avec tous les ministres des Affaires étrangères, et avec tous les ministres des Finances, et avec tous les présidents des chefs d'État. Le DG a cet avantage pour aller rapidement face à une menace certaine. La décision peut être prise en un quart d'heure. Voilà. OK, merci DG. Alors, après Madagascar, le Burundi, le Cameroun et la Guinée équatoriale, on va passer au Gabon, à la Mauritanie, au Bénin et au Niger. Donc, je leur demande de se tenir prêts, chers collègues, pour éviter qu'on perde encore du temps. On va donner la parole à Sibi Mengue, la coordinatrice Remapsen au Gabon. Sibi, bonsoir. Bonsoir, Président. Et bonsoir également, DG. Alors, nous venons de célébrer comme ça la journée mondiale de la santé mentale. Et justement, par rapport à la santé mentale, on constate que malheureusement, les cas de suicide en Afrique ne sont pas considérés en fait. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des dispositifs qui ont été prévus par l'Organisation ouest-africaine de la santé mentale ou pour prévenir ou pour guérir les cas de suicide qui vont crescendo en Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Sibi. On va passer maintenant à la Mauritanie. Est-ce que Awa est présente? Bonsoir, la Mauritanie. Ou quelqu'un d'autre? Oui. Bonsoir. Bonsoir. OK, la Mauritanie, allez-y. Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Je suis journaliste reporter au site web Initiative News et responsable de la thématique de l'environnement au niveau du Remapsen Mauritanie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci encore à Monsieur le Directeur pour ces interventions. Ma question, en fait, c'est de savoir, parce que dans son intervention, Monsieur le Directeur a listé beaucoup de difficultés que l'OAS font face. Et j'aimerais savoir vraiment comment est-ce que vous faites face à ces difficultés, quelles sont les solutions de votre côté pour surmonter cela. Et aussi une autre question, à savoir, est-ce que l'OAS a des liens avec l'unité de coordination du partenaire de Ouagadougou qui travaille sur les questions de santé et plus précisément sur les questions de la planification familiale? Je vous remercie. Merci beaucoup, Awa. Je voulais juste préciser que, vu le nombre de pays, chaque pays a droit à une question. Mais bon, la deuxième aussi, elle est très importante. Merci d'avoir posé cette question sur le partenariat de Ouaga. On va passer maintenant au Bénin. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Bénin? Sacramento, j'ai vu également des Kadjevi. Chers amis du Bénin, vous êtes là ou pas? Ah, d'accord. On va passer. Mais je vois quand même. Claire, tu peux prendre la parole? Oui, vous m'entendez pas? Oui, on ne t'entendait pas, c'est maintenant qu'on t'entend. Allez-y. Bon, d'accord, ok. J'espérais que ce soit l'un des autres parce que nous sommes 4 en ligne, mais j'y vais quand même. Alors, on aimerait bien savoir du Bénin. Je vais coupler 2 questions en une, comme le président a dit qu'on doit poser une question. Savoir déjà la place que l'OAS accorde dans
dans sa coordination aux soins de santé primaires. Ça, c'est une question de l'état des vies. Et je couple ça avec ma question. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique entière est souvent accablée par des épisodes d'épidémie. Et bien souvent, on se rend compte de la faiblesse de nos systèmes sanitaires. C'est vrai que le DG a abordé ça brièvement. Mais moi, j'aimerais bien savoir quel est le rôle de l'OAS dans la réponse à ces différents fléaux-là quand les épidémies surgissent. Et quel est le niveau de responsabilité de l'OAS? Merci. Merci beaucoup. On va maintenant, sauf que il nous reste... bon, maintenant, on peut prendre le Niger. Est-ce que le Niger est connecté? Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Voilà, Fatouma Idé, bonsoir. Présentez-vous et posez votre question au DG de l'OAS. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir également au DG de l'OAS. Je me nomme Idé Fatouma. Je suis la coordinatrice du REMAPSEN Niger. Et je suis ce webinaire avec Abdelaziz Ibrahim Souley et Sahir Isifou qui vont me poser des questions. Merci. OK. Alors, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Directeur. Je réponds au nom de Monsieur Abdelaziz, journaliste à l'Office national d'édition et de presse. Merci beaucoup pour cette initiative et merci à Monsieur le Directeur pour toutes ces précisions qu'il vient de vraiment porter aux reporters. Ma préoccupation, c'est vraiment par rapport aux difficultés que rencontre la CEDEAO, qui est quand même l'organe qui a un certain contrôle sur l'OAS. Alors, est-ce que ces difficultés ne vont pas influencer les décisions de l'OAS quand on sait que les pays des membres de l'espace CEDEAO ont beaucoup de difficultés en termes de santé et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que les décisions de l'OAS ne sont pas influencées quelque part par la CEDEAO? C'est ce que j'aimerais savoir. Merci beaucoup. Alors, on va prendre le Togo. Est-ce qu'on a quelqu'un du Togo? Je vois Flore Nobiné, je vois également d'autres personnes du Togo. Est-ce que le Togo a une préoccupation pour le DG de l'OAS? Oui, bonsoir, Président. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur le Directeur général de l'OAS. Moi, je suis Atana Aimé, et journaliste de Radio Azur Anier, du Togo. Je voulais poser cette question par rapport, je voulais savoir si l'OAS a un mécanisme de suivi et d'évaluation pour pouvoir capitaliser ses actions sur le terrain et aussi pouvoir améliorer si jamais il y a des défaillances par endroit. Merci. Ce sera tout. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait déjà beaucoup de questions. On va permettre au DG de souffler avec ces questions. Monsieur le directeur général de l'OAS, vous avez maintenant la parole. Merci, Président. On va commencer par le Gabon. On a beaucoup de questions par la suite. Le Gabon a posé la question sur les suicides récurrents maintenant qu'on observe dans nos populations. Je vais encore revenir sur ce que j'ai dit, que la santé est un problème de population, c'est un problème de communauté. L'agenda de l'OAS aujourd'hui, c'est redonner le pouvoir à la santé communautaire pour réellement créer ce qu'on peut appeler le système d'alerte précoce. Si au sein de la communauté, les personnes se sentent considérées, les personnes qui ont des difficultés ressentent qu'il y a un observateur pour rapporter leurs difficultés, il y aura moins de suicides. Celles qui se suicident le plus, c'est celles qui se sentent désolées, celles qui ne se retrouvent plus avec son entourage. Ça ne va pas annihiler les cas de suicide dans le monde, en tout cas en Afrique, mais ça va réduire énormément parce que les cas de suicide maintenant, c'est un peu plus de mimétisme. Ce n'est pas africain, ce n'était pas africain.
Ce n'était pas africain du tout. Il faut redonner confiance à la communauté. C'est important. Et l'OAS est en train de travailler pour que la santé communautaire soit de mise. Pour qu'au niveau de chaque communauté, en fonction des us et coutumes, en fonction de la médecine moderne que nous connaissons, nous puissions prendre en compte tout ce qui peut être comme désidérata des communautés, des populations qui forment cette communauté-là, des individus qui forment cette communauté-là, pour que ces individus soient mieux écoutés. Et même s'il n'y a pas la réponse entière, le fait d'être écouté, le fait d'être considéré, ça amortit beaucoup plus les effets que cela sur le psychique pour que ça soit dégradé. Voilà ce que je peux apporter. Donc, l'OAS, vous verrez très bientôt, dans son développement pour les années à venir, mettra beaucoup plus l'accent sur la santé communautaire. Et la santé communautaire, c'est le suivi. Chacun se suivait, tout le monde suivait tout le monde. Pour que quand il y a des déviances un peu qu'on puisse signaler à qui de droit, ne serait-ce qu'au chef, ne serait-ce qu'aux parents, ne serait-ce qu'un enfant qui se comporte mal, parce qu'il y a aussi les suicides des enfants maintenant, pour que très tôt qu'on puisse le récupérer et savoir comment appréhender cela et la solution à apporter. En Mauritanie, c'est de savoir comment nous appréhendons les solutions à nos difficultés. Comme tout système, ce sont les individus qui forment le système. Et comme tout système, quand il y a des difficultés, on essaie de tout faire pour voir là où on peut trouver la solution. Et les difficultés de l'OAS aujourd'hui ne sont que, pour la plupart, structurelles. Nous n'avons pas du tout pour l'instant, par rapport à notre planification, un problème de réel financement. C'est beaucoup plus structurel et comment faire pour que les activités puissent être mises en œuvre. Et comme je reviens dessus, l'OAS n'a pas, en dehors des extrêmes d'urgence, n'a pas vocation d'aller mettre des activités en œuvre dans un pays. L'OAS donne les moyens, accompagne et coordonne. Mais si nous devons aller sur un territoire et que nous n'avons pas ou bien les gens du milieu ne sont pas ancrés, il n'y a pas l'appropriation, l'OAS ne fait rien. Nous sommes là, nos difficultés, c'est beaucoup plus la persuasion avec avec nos vis-à-vis et montrer le rôle de la santé dans l'économie. CEDEAO, c'est la communauté économique, le rôle de la santé dans l'économie au niveau de tout ce qui est communauté et pays. Donc, ce n'est que par ces approches que nous pouvons aller vers à monter les difficultés. En ce qui concerne la planification, vous voulez savoir si nous travaillons avec vous au niveau de Ouaga. Il y a un dispositif au niveau de l'OAS, c'est un projet réel qui travaille avec tous les pays, dont le Burkina Faso, et c'est sur le KW, le financement. J'ai le rapport, je ne pourrais pas tout dévoiler ici. Ça, je veux vous confirmer que il y a cette collaboration, peut-être en offre, je peux vous dire qui existe. Tout ce que vous avez comme contrat, je ne vais pas citer les choses ici, ça vient de l'OAS. Je pourrais vous en dire plus en offre. Au niveau du Bénin, la place de l'OAS au niveau des soins de santé primaire est demandée. Quelle est la considération que nous donnons? Je vous l'ai dit tout à l'heure que l'OAS se tournera beaucoup plus dans la santé communautaire. Donc, les soins de santé primaire constituent pour nous l'essentiel parce que dans nos régions, ou dans notre région, il est observé, ou il est observable de voir que nos hôpitaux centraux ne récoltent que les complications, même parfois les hôpitaux périphériques, parce qu'on aura essayé pas mal de thérapeutiques par automédication. On serait passé chez le guérisseur traditionnel qui m'excuse, qu'il ne faut pas que des faux, ou bien avant de venir. Les soins de santé primaire, les soins, ce n'est pas que les médicaments. Les soins, c'est l'accompagnement aussi. Et le système de santé communautaire que nous pouvons mettre en place permet d'éviter tout ça. Et dès que vous vous sentez mal,
on peut vous accompagner rapidement vers là où vous aurez la solution pour que le mal ne s'aggrave pas. Donc, les soins de santé primaire constituent pour nous une des priorités pour les 4 années à venir. Comment les épisodes d'épidémie ont affaibli nos systèmes de santé et quel est le rôle et la responsabilité de l'OAS. Je vous ai dit que l'OAS s'occupe des urgences sanitaires et dans les urgences sanitaires, il y a les épidémies. Et il y a une observance, il y a le centre régional de contrôle, de surveillance de contrôle des maladies. Et j'ai dit que ça sort de bulletins de manière périodique. Et au niveau de chaque pays, il y a des répondants qu'on appelle des points focaux qui sont au niveau des ministères de la Santé. En dehors de cela, l'OAS travaille avec et l'OMS régional et l'OMS des pays pour être informés de tout et prendre des actions proactives. Si nous avons le cas d'épidémie, nous n'attendons pas. Nous allons directement investiguer. Actuellement, il y a un cas, je ne vais pas citer le pays, où le pays ne nous a pas saisi du tout. Dès que nous avons investigué, nous sommes à pied d'œuvre. Et l'appui qu'il faille apporter, si nous n'avons pas les moyens tout de suite, nous savons comment les mobiliser. Même si ce n'est que ces moyens-là, en 3 pour 1 ou 2 pays, nous pouvons être très proactifs et même être actifs pour renforcer. Il est vrai que les épidémies, comme vous voyez, on ne maîtrise pas tout dans les épidémies. Et les épidémies, ce n'est pas que les moyens venus de l'extérieur. Les épidémies, c'est beaucoup plus les moyens locaux, travailler avec la population. Les épidémies, travailler avec la population. Le Niger, difficulté de la CEDEAO, qui a financé les décisions de l'OAS aujourd'hui, je ne crois pas. Vous voyez, l'OAS, c'est un exemple que je vais vous donner, se trouve dans un pays, le Burkina Faso, qui n'est pas en ligne droite avec les tests de la CEDEAO. L'OAS n'a pas quitté. Le Burkina est sous sanction. Et il y a 3 pays sous sanction au niveau de la CEDEAO. Si la décision doit être influencée, nous travaillons toujours avec cette sanction parce que cette communauté-là appartient à l'OAS. Et qu'en matière de maladie, surtout en matière d'épidémie, quand vous laissez une étincelle quelque part, ça va faire la flamme demain et c'est ça qui deviendra incendie. Pour mieux travailler, j'ai parlé tout le temps de proactivité, d'être proactif, c'est pour déceler ces étincelles. Si nous attendons aux épidémies, si nous attendons à ce qu'il y ait des incendies, nous pouvons utiliser toute l'eau de la mer, parfois ça peut nous échapper. C'est pourquoi nous travaillons avec tout le monde et que les décisions, nous travaillons en matière de santé, et en matière de santé, il n'y a pas d'exclusion possible. Nous sommes très, très, très impartials dans cela. L'OAS est là pour la dignité humaine, pour donner à l'homme, pour donner à la communauté tout ce qu'il faut pour que cette communauté soit en santé et que nous affichions les indices, les meilleurs indices au niveau de l'Afrique. C'est notre but et nous y travaillons. Donc les décisions en matière de santé, l'OAS est vraiment, même si nous présentons, est vraiment à même de prendre des décisions qui satisfassent tout le monde sans être influencé. La dernière question, elle est relative au niveau du Togo, si nous disposons de mécanismes de suivi et évaluation. Très bien, ça existe, et par rapport à tout ce que, au-delà de ce mécanisme de suivi et évaluation, avec le système de santé communautaire que nous voulons mettre en place maintenant, vous verrez que ça va être même beaucoup plus actif que ça. Voilà. OK. Merci beaucoup, DG. Alors, je vais demander à votre collaborateur de regarder dans le chat. Je pense qu'il y a quelques questions qui sont arrivées, mais nous, on va poursuivre avec les pays. Maintenant, on va aller au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Sénégal. On donne la parole au Mali. Le Mali. Oui. Bonsoir, Fanta. Présentez-vous et posez votre question. Fanta Diakité, moi je suis journaliste au Mali, à la radio Tédou. Je suis la coordinatrice du REMAPSEN Mali.
En fait, moi, j'ai une question. Ça concerne la couverture maladie universelle. Monsieur le directeur, vous l'avez mentionné dans les défis que l'OAS a. Maintenant, la couverture maladie, on le sait que c'est vraiment un enjeu pour les pays africains, mais particulièrement l'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce que l'OAS a eu à poser comme action pour accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest pour qu'ils puissent vraiment mettre en œuvre la couverture maladie universelle? Au Mali, nous avons commencé, mais ce n'est pas du tout effectif. Ok, merci beaucoup. Merci au Mali. Merci à toi, Fanta Diakité du Mali. Est-ce qu'on peut aller maintenant au Burkina Faso? On a Sanga Bourema, on a également Bénédicte Sawadogo. Est-ce qu'il y a une question du Burkina? Le Burkina Faso, s'il vous plaît. Bourema Sanga, coordonnateur adjoint du REMAPSEN Burkina. En fait, déjà, bonjour. Vous savez que les questions de population sont des thématiques de grande importance actuellement. Je voulais savoir quels sont les défis de l'OAS en matière de santé de la reproduction et aussi quelle est la place des journalistes et communicateurs dans votre stratégie de communication. Merci beaucoup. Sanga, la dernière partie, là, on ne l'a pas bien cernée. Vous pouvez reprendre la dernière question? La dernière question est de savoir quelle est la place des journalistes et des communicateurs dans la stratégie de l'OAS, dans la stratégie de communication de l'OAS. Quelle place il nous réserve? Est-ce qu'il y a des programmes particuliers à l'endroit des journalistes en matière qui travaillent dans les questions de santé? Merci. Merci beaucoup, Sanga. Présentez-vous et puis votre organe de presse, vous n'avez pas dit. Sanga, votre organe de presse au Burkina? Je suis à Sidoya, directeur web et multimédia des éditions Sidoya. Merci beaucoup. Et on a une représentation aussi à Bobo. À Bobo, oui, d'accord. Où se trouve le siège de l'OAS. Alors, est-ce qu'on peut aller au Sénégal? Je vois Maïmouna Gueye du journal Le Soleil. Je vois également Mani Diouf. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole? Allô, oui. Bonjour. Bonjour, Maïmouna. Maïmouna. Bonjour, Président. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Directeur Général. Je m'appelle Maïmouna Gueye. Je suis journaliste au quotidien national Le Soleil. Je suis la coordonnatrice nationale du REMAPSEN. Monsieur le Directeur Général, dans votre intervention, vous avez dit que l'OAS a un pouvoir politique. Moi, j'aimerais savoir ce que l'OAS fait pour que les pays appliquent le protocole d'Abuja, instituant que 15% des budgets nationaux des pays doivent être consacrés à la santé. Je vous remercie. Merci. Si Mbagnick et Baldé ont des questions, peut-être qu'ils peuvent poser. Allô, bonjour. Mbagnick, oui, allez-y, c'est pas bien grave. Voilà, bonjour Président, bonjour Monsieur le Directeur Général. Moi, c'est Mbagnick Diouf, je suis journaliste à la radio Oxygène. Je suis le coordonnateur de REMAPSEN au niveau de l'Afrique de l'Ouest. En fait, ma question parle un peu des maladies tropicales négligées, parce qu'on s'est rendu compte que il n'y a pas que des déterminants de santé, mais surtout au niveau de l'environnement, au niveau de l'assainissement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une parfaite collaboration entre les autres secteurs et les ministères de la Santé et l'OAS, en tout cas la santé, pour justement prévenir et lutter contre ces maladies tropicales négligées? Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que notre collègue Iboun Conté de la Guinée est connecté? Je l'avais aperçu quelque part tout à l'heure. La Guinée est là ou pas? Sinon, on va passer à un autre pays. Iboun Conté, bonsoir. OK, Iboun n'est pas là. Alors, il y a certains pays qu'on avait cités qui n'étaient pas là aussi. On va essayer de les repêcher. La RDC, s'il vous plaît, bonsoir, la RDC. S'il y a quelqu'un, vous prenez la parole et vous posez votre question au DG de l'OAS. La RDC, s'il vous plaît.
D'accord, je ne vois pas la RDC. Bon, ok. Ibn Conté, je te vois pourtant. Alors, je vois que ton micro n'est pas activé. Je vois maintenant ton problème. Ton micro n'est pas activé, donc si tu parles dans le vide, on ne va pas du tout t'entendre. Bon, DG, voici les questions. Je ne sais pas si on pourra prendre une dernière vague, mais bon, allez-y avec les questions qui vous ont été posées pour cette troisième vague. Allez-y. Merci, monsieur le directeur. Je crois qu'on a commencé cette troisième vague par le Mali, qui a demandé qu'est-ce que nous faisons pour accompagner les pays à ce concept de couverture universelle en matière de maladie soit une réalité. Nous renforçons les capacités des pays. Et nous renforçons les capacités par même l'arbitrage avec certains pouvoirs financiers, je veux parler des banques, à développer les programmes au niveau des régions pour que nous facilitions cette accession à la couverture universelle. Le projet Rédissé, que beaucoup de gens connaissent en Afrique de l'Ouest et qui se trouve maintenant en Afrique centrale, que l'OAS appuie la mise en place en Afrique centrale. C'est un projet où la mobilisation a été faite au niveau de l'OAS, mais que nous avons essayé à ce que les pays prennent pour être résilients vis-à-vis des maladies émergentes, surtout les épidémies. Et ça a énormément servi dans la prise en charge aujourd'hui de la COVID-19 et de la mise en place des plateaux techniques ou de la réforme pour la mise à niveau de la réforme. Le concept de la couverture universelle, on sait que ce n'est pas facile pour ramener tout aux normes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le tout dépend des ressources humaines. Et ces ressources humaines que les pays de la CEDEAO, Chine, a formées à grands frais, nous avons un fort taux de déperdition. Les professeurs sont avec nous. Si nous devons parler, on en parlera longtemps. Chacun de nos pays sait de quoi je parle, où je n'indiquerai personne, mais ceux qu'on forme sortent du pays et c'est un éternel recommencement. Et les autres qui sont là sont frappés par l'âge à la retraite. Or, sans avoir ces ressources humaines, c'est difficile d'aller à la couverture universelle. Parce qu'on va couvrir avec quoi? Ce n'est pas de l'argent avec de l'argent qu'on couvre. Il faut la ressource humaine. Donc, nous y travaillons, je l'ai dit tantôt. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de projets qui vont venir à renforcer. Nous allons mobiliser pour renforcer les pays à ce que nous atteignions cette couverture universelle forcément. Le réseau de l'OAS en matière de santé de la reproduction, qu'est-ce que nous faisons? Je l'ai dit, on a avec nous beaucoup de thématiques qui traitent. Et nous donnons les moyens à beaucoup de structures. Et à travers les pays, je ne vais pas citer pour presque tous les pays de la CEDEAO, tout ce que vous avez aujourd'hui comme contraceptifs, comme préservatifs, comme parfois même renforcement au niveau social, ça vient de nos projets ici. Et si vous voulez plus, je vous donnerai plus de détails en offre pour cela. Donc, nous travaillons dans l'accompagnement de la matière de la reproduction et de l'adolescence, que nous faisons tout pour des pays dans lesquels il y a un fort taux de déperdition en matière de scolarité, c'est-à-dire au niveau primaire, nous avons de très grands effectifs. Au niveau secondaire, premier cycle, mais à la fin du premier cycle, ça se divise en 4, en 5. Nous y travaillons dans la communication, dans la persuasion, dans ce qu'on peut appeler l'approche communautaire. Pour ça, avec le leader d'opinion, ça fait partie toujours de la santé de la reproduction, pour que les autres adolescents, surtout, aillent à l'âge mature avant je ne vais pas cacher les mots, dans nos régions, il se fait qu'il y a le mariage forcé aussi qui est précoce, qui sévit dans ce sens, ça fait toujours partie de la santé de la reproduction. Au niveau du Sénégal, je suis content que Madame Maïmouna
qui travaillent dans le soleil. J'y suis actuellement, il fait un beau soleil ici, à Dakar. Du pouvoir politique qu'on devrait forcément utiliser pour que la décision d'Abuja soit une réalité. Nous en parlons tout le temps au niveau du Conseil. Enfin, j'ai lu les documents et ça ne fait pas longtemps. Mais c'est une décision vraiment hautement politique. Ce n'est pas pour rien qu'au niveau du Conseil des ministres, surtout les ministres de la Santé, il est difficile d'aller en harmonie tout de suite. C'est un vœu transformé en décision. Mais des pays qui sont confrontés à d'autres formes de, je dirais même sécuritaires, à quoi bon mettre 15% du budget dans la santé quand on sait que tout ça, ça va être décimé en un lien du temps? Vous savez que nous avons de sérieux problèmes au niveau du Sahel. Est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui d'imposer à ces États qui se battent pour leur survie, parce qu'agressés à tout moment? C'est juste un problème, nous en parlons. Mais je crois que ça sera réalité. Mais le tout ne suffit pas de mettre, pour nous, déjà aujourd'hui de l'OAS, de mettre de l'argent dans la santé. C'est la prise de conscience communautaire. Vous pouvez avoir les meilleures infrastructures du monde. Si vous n'avez pas une bonne structuration communautaire, la maladie vient. Elle vous met à l'épreuve, surtout les épidémies, et passe à côté de votre dispositif. Je ne vais pas citer l'exemple de Covid à travers certains pays ou certains continents. C'est une question de volonté communautaire et d'approche communautaire qu'il faut avoir, selon moi. Donc, le budget, on en parle, c'est une décision, on fait tout pour que cette décision soit appliquée. Au niveau des journalistes, oui, nous entendons beaucoup. Nous entendons beaucoup de ces journalistes-là. Nous avons mis la mise en place du réseau pour les parlementaires et ainsi de suite. Ça fait partie de nos défis en ce qui concerne nos attentes au niveau des journalistes. La collaboration avec l'OAS, nous avons tout fait pour que certains journalistes, certains organes de presse le savent déjà que nous sommes très ouverts à ce que la presse soit à mesure de transmettre les réelles informations que nous avons à notre niveau. Mais de toute façon, nous attendons à ce que vous nous aidez à combler ce manque d'informations précises et fiables surtout, et éviter l'apparition des rumeurs et de la désinformation. C'est ça que nous attendons de vous. Que ce soit des références par rapport aux informations que vous allez sortir sur l'OAS, de créer, de renforcer un lien de confiance entre la communauté et les services de santé. Ce serait très appréciable pour nous et de contribuer au changement de comportement néfaste pour la santé. Quand on dit ça, ce volet-là, c'est si important que c'est une question de génération. En tant que communicateur que vous êtes les éducateurs. Ils ne finissent jamais de répéter. Et il faudrait que nous puissions, l'OAS puisse compter sur vous pour que pour certaines thématiques données, vous soyez vraiment de vrais relais et pour impacter la communauté. En tout cas, nous souhaitons que vous nous aidez à renforcer la visibilité de l'OAS en offrant des tribunes beaucoup plus spécifiques et spécialistes et sur des questions de spécialité de la santé afin que les actions de l'OAS soient beaucoup plus visibles. Le réseau ou les réseaux que vous allez constituer, en tout cas, voilà une première fois que je suis avec vous. Nous pensons qu'en offre, nous pouvons développer notre type de partenariat pour que cette épreuve, je ne dirais pas épreuve, ni d'exercice, en tout cas, cette opportunité que nous offrez soit cyclique, voire périodique. Voilà ce que je peux vous répondre à ce niveau. Maintenant, parfaite collaboration entre le secteur l'assainissement du l'OAS travaille énormément sur le REMAPSEN. Et au-delà du REMAPSEN qui parle de la santé animale et de la santé environnementale, surtout, l'OAS va beaucoup plus loin pour parler de la santé sociale. Parce que vous savez très bien, vous et nous,
quand ça ne va pas bien à la maison, ça agit sur nos rendements, ça agit sur nos soucis, ça agit sur nos santé. Qu'au-delà de ces rendez-vous, on parle aussi de la santé sociale, que nous nous intéressons à notre vis-à-vis ou à notre côté, de manière à l'accompagner dans son séchage, de manière à l'accompagner dans son bien-être, pour que nous puissions tirer le meilleur de la bonne santé, de la pleine santé que chacun de nous, on espère de chacun de nous. Voilà pour les questions que je ne sais pas si j'en ai oublié pour les questions. OK, merci beaucoup à vous, Monsieur le Directeur Général. Alors, j'ai juste capté 2 questions dans le chat. La place de la médecine traditionnelle dans le programme de l'OAS et comment sont désignés les représentants de l'OAS dans les pays membres? Oui, les représentants de l'OAS dans les pays membres, comme on appelle les points focaux, sont désignés par le ministère de la Santé. Étaient désignés par le ministère de la Santé jusque-là, mais travaillent en synergie avec les autres secteurs de la santé. Parce que nous avons tout fait de confondre la santé avec la médecine. Comme il y a plusieurs médecines, nous avons fait la médecine moderne. Moi, en tant qu'Africain, je vous avoue que j'ai été acculturé de la médecine africaine. J'ai été vraiment acculturé de la médecine africaine. Donc, il y a plusieurs médecines que la médecine moderne. Donc, tout le système se réunit pour la désignation. C'est pour cette proposition du ministre de la Santé ou des ministres de la Santé, mais qui travaillent avec les autres aujourd'hui parce qu'il faut un seul. Nous pensons faire beaucoup plus de visibilité pour appuyer tout ce monde au niveau des pays parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les moyens pour le faire. La place qu'occupe la médecine traditionnelle au niveau de l'OAS, la médecine traditionnelle a une très bonne place. Et a un représentant au niveau des organes de l'OAS qui travaille avec, qui donne le moyen pour que nous ayons des évidences. Et vous savez, la médecine, c'est le nombre de cas possibles et le nombre de cas d'évidence et le nombre de cas guéris. Malheureusement, c'est ça. Vous pouvez nous dire, je fais ceci, je fais cela, mais il faut que nous ayons des évidences. C'est pourquoi il y a un monsieur, il y a un service chargé de ça. Et quel qu'en soit l'endroit que vous trouvez dans notre espace économique, on va vers pour savoir. Il y en a qui refusent. Il y en a qui acceptent. Mais pour que nous prenions pour publier, il faut qu'il y ait des évidences. Et les évidences se passent sur... Je vais vous donner un simple exemple. Vous dites que vous traitez de l'hypertension. Nous avons des organes de mesure de l'hypertension. L'hypertension a plusieurs manières de manifestation. Vous prenez la médecine traditionnelle, vous traitez. Et que nous voyons que les chiffres sont en train d'augmenter. Le monsieur ne sent plus les mots qu'il est en train de sentir. Et nous voyons que les chiffres sont en train d'augmenter. Nous allons laisser faire. La question à nous tous. Hein. La question à nous tous. Parce que nous aussi, en médecine moderne, nous savons comment faire pour que on ne ressent pas les effets. Mais pourtant, vous développez l'hypertension qui détruit vos organes internes qui va se traiter un jour. Donc, voilà le rôle que il n'y a pas que de faux. Ça, il faut l'avouer. Il y a de nos plans qui marchent très bien. Vous verrez il y a déjà des publications dessus, il y aura des avantages de publications dessus. Mais nous souhaitons que ce soit de la médecine africaine, de la médecine traditionnelle, pure, opérationnelle et documentée. L'OAS se veut de documenter cette médecine-là. Parce que dès que nous allons prouver que c'est pur, nous n'avons comment on appelle, nous n'aurons aucune réticence à l'accompagner. Merci. OK, merci beaucoup. DG, on est en train d'aller vers la fin de ce webinaire. Est-ce qu'il y a un pays qui n'a pas pu intervenir? Vous pouvez le faire maintenant. Peut-être qu'on ne vous a pas vu. Peut-être qu'on vous a donné la parole. Vous n'étiez pas là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole parmi les journalistes? Il n'y a plus quelqu'un? D'accord, merci. Ah non, mais... Oui, Président, bonsoir. Prince, le réseau n'est pas bon où tu es. S'il te plaît. Bonsoir, si Président. Oui, à qui? C'est qui?
C'est Sahirou du Niger, Sahirou Youssouf du Niger. D'accord, Sahirou, allez-y. Oui, merci, Président, et merci au directeur général de l'OACI. J'ai une question, en fait, c'est par rapport aux maladies négligées. Et nous savons que ces maladies négligées qui sont encore présentes dans nos pays manquent cruellement de financement. Qu'est-ce que l'organisation fait pour qu'on puisse pallier à cette situation? Merci. Bon, OK. DG, ça serait donc la dernière question. Merci beaucoup. Voilà. J'ai montré tout à l'heure le mode d'action de l'OAS. Ouais. Si ça manque de financement, ça doit provenir du pays. Mais je veux vous confirmer qu'au niveau de l'OAS, il y a 2 projets qui s'occupent de ça. Et jusque-là, il n'y a pas eu de pays qui ait demandé l'accompagnement qui n'a pas reçu. OK. Donc, les maladies tropicales négligées, ces maladies-là font partie du portefeuille. Nous avons des partenaires, il y a 2 projets pour cela. Mais nous ne pouvons pas, à partir du moment où ça ne met pas en danger immédiat la vie de l'homme, nous ne pouvons pas nous ingérer dans la politique interne des pays. Ce n'est pas possible. Nous sommes là pour coordonner, bien sûr. Nous pouvons observer, mais il faut que ça soit une expression, sinon il n'y a pas d'appropriation. OK. Merci DG. On va terminer cette session. On vous remercie pour votre disponibilité. Les journalistes ont bien noté tout ce que vous avez dit. Je pense que cela pourrait renforcer davantage la compréhension de la population, des actions que vous menez, quelles sont les missions, les défis, les objectifs de l'OAS. Auriez-vous un mot de fin au thème de cet entretien? Merci, Monsieur le Président. Mon mot de fin, c'est de reconnaître votre disponibilité et tout votre engagement à accompagner le système de santé en Afrique de l'Ouest, notamment l'OAS, et de dire combien j'ai été admiratif à vos questions, pour assurer que s'il y a des zones d'ombre, vous pouvez à tout moment vous contacter. Alors, nous pouvons encore vous donner des réponses et par rapport aux questions qui ont été posées ici, si vous en avez besoin, nous pouvons vous donner des réponses écrites et ça vous renforcera davantage. Avant de partir, j'aimerais, comme je l'ai dit, réitérer ma volonté et ma disponibilité à ce que nous donnons un cycle, à ce que nous venons de faire, cet exercice qui est très important pour nos communautés, très important pour toute l'Afrique d'ailleurs, parce que la santé n'a pas de frontières. Et au-delà même de l'Afrique, aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire où nous pouvons atteindre le bout du monde à une journée. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le Directeur Général. Alors, ce que je voulais vous dire, DG, c'est que nous sommes un réseau de médias, donc de journalistes qui représentent les médias. Et vous savez qu'on a besoin d'informer les populations. Et pour ça, nous avons besoin aussi, c'est un plaidoyer que j'ai fait en direct, on a besoin on va dire quoi, de formation, de mieux comprendre les enjeux, parce que quand les journalistes ne sont pas formés, ça peut aller dans ce qu'on appelle généralement le fake news. Dieu merci, dans notre réseau, nous sommes tous plus ou moins, toute précaution de modestie prise, des journalistes expérimentés qui agissent dans la santé et de l'environnement. On souhaiterait vraiment pérenniser ce genre d'activité avec vous et peut-être que d'autres occasions nous seront données. Je le certifie parce que votre collaborateur était vraiment disponible pour nous. On a eu à faire des réunions préparatoires. À chaque fois qu'on avait envoyé une question, il a toujours donné une réponse. Donc, merci beaucoup. Chers amis, chers collègues du REMAPSEN, nous avons donc, pendant ce webinaire, reçu le docteur Melchior Athanase Haïssi, qui est directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Alors, pour terminer ce webinaire, je voulais juste vous donner quelques informations. C'est que nous avons un webinaire, vous le savez, une fois par an, mais pour le mois de novembre, ça ne sera pas évident à cause de ce que vous savez tous, que nous en avons déjà parlé. Il s'agira donc de notre forum des médias que nous préparons sur le sida, sur le VIH à Dakar, et nous parlerons de ça en d'autres occasions. Merci à tous et à toutes, et nous nous retrouverons pour un autre webinaire probablement au mois de décembre pour parler donc de la lutte contre le sida, parce que c'est la journée, ce sera le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous sommes en train d'échanger avec des personnes ressources capables de nous donner donc des informations
sur l'état actuel de la lutte en Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci à tous et à toutes. Merci au DG pour sa disponibilité. Nous nous retrouverons très, très prochainement. Allez, à bientôt.